Bien. Donc, nous allons reprendre, si vous voulez bien. Merci de regagner vos places. Merci. Donc, pour ne pas prendre trop de retard, on peut y aller aussi pour les collègues de la régie. On peut reprendre. Oui, ça m'a l'air bien. Très bien, donc je vais tout de suite et sans transition cette fois-ci laisser la parole à Nathalie Pignard-Chenel de l'Université de Neuchâtel de Suisse. Merci beaucoup Angélique, tout le monde entend, c'est bon? Parfait. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de venir à Metz et au Crème de manière générale. Donc, merci beaucoup et notamment pour cette journée passionnante. Donc, je me suis aperçue tout à l'heure qu'en fait, j'ai plus ou moins copié le titre de la journée, mais sans m'en rendre compte. Mais alors, j'espère que du coup, je suis dans le sujet. Et je vais effectivement vous parler donc des médias et des journalistes et de la manière dont ils font face et comment à des algorithmes, mais à des algorithmes un petit peu différents de ceux dont on a parlé juste avant. Ce sont les algorithmes de diffusion de l'information, de mise en circulation, et notamment les algorithmes de ceux qu'on appelle les infomédiaires, et j'y reviendrai juste après pour les définitions. Donc effectivement, ce qui m'intéresse, c'est comment ces algorithmes, donc des infomédiaires ou des plateformes, je reviendrai là aussi un peu plus en détail par la suite, comment ces algorithmes qui assurent la diffusion et la circulation des contenus médiatiques ont un impact, une influence, et c'est un terme généralement qu'on n'aime pas trop parler d'impact et d'influence parce que ça sonne très déterministe, mais là je vais un petit peu plus l'assumer parce qu'effectivement il y a des impacts assez forts sur la manière dont non seulement les contenus sont diffusés, mais également sur la manière dont ils sont produits par les journalistes dans les rédactions. Et puis, ça a une influence aussi sur les organisations elles-mêmes, sur les rédactions qui se restructurent pour faire face à ces algorithmes. Ça a un impact également sur leur modèle économique, et j'en parlerai un petit peu. Et puis aussi, mais ça j'aurai un peu moins de temps de l'aborder, peut-être dans les questions on pourra y revenir, ces algorithmes, ils jouent aussi sur la relation que les médias tissent avec leur audience. Donc, ce qui m'importe, c'est pas du tout d'avoir un regard déterministe, mais en tout cas de prendre réellement en compte le fait qu'il y a un rapport de force aujourd'hui qui se joue entre des acteurs qui sont d'un côté ces plateformes, de l'autre les médias et les journalistes, et que les algorithmes, en fait, c'est une sorte de levier, c'est un des mécanismes de ce rapport de force. En fait, ça me permet, cette approche, de me positionner d'un point de vue un peu plus théorique au croisement de trois perspectives, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout une technicienne, donc les algorithmes, je ne mets pas vraiment les mains dedans, mais ils m'intéressent en tant que dispositif socio-technique, c'est-à-dire ce qui m'importe, c'est à la fois la manière dont ils ont été conçus, pourquoi ils ont été conçus de cette manière-là, quelles sont les logiques sous-jacentes, et puis la manière dont ils sont utilisés, donc à la fois les cadres de conception et les cadres d'usage. Et puis, ça m'amènera aussi à réfléchir en termes de socio-économie des acteurs de l'écosystème informationnel numérique. Ces plateformes, elles ont des intérêts économiques. Il en était question un petit peu juste avant avec notamment le problème de la captation de la publicité. Donc, j'y reviendrai aussi. Et puis, enfin, il faut prendre en compte les usages, les pratiques professionnelles, puisque c'est le titre de cette journée, donc les pratiques professionnelles des journalistes dès lors qu'ils sont confrontés à ces algorithmes. Donc mon plan est plus ou moins en trois parties. Dans un premier temps, je vais revenir sur la manière dont ces algorithmes ont un rôle qui est un rôle assez structurant dans ce qu'on appelle l'écosystème informationnel numérique, qui est bien différent du système médiatique tel qu'on le connaissait jusqu'alors.
Ensuite, je vous parlerai d'un travail que nous avons mené avec une collègue, une doctorante, Laura Amigo, dans le cadre d'un projet ANR, une enquête qui a été menée auprès d'une dizaine de médias français, pour lequel nous avons interrogé les personnes qui sont en charge des réseaux sociaux. Et donc, j'essaierai d'amener quelques traits sur la manière dont les journalistes s'adaptent, dont les rédactions se reconfigurent par cet usage des plateformes et des algorithmes. Et puis, troisième point, et là, ça fait écho à ce que disait Jacques Walter en introduction, la question de la formation qui est cruciale. Et là, je vous parlerai d'une expérimentation que peut-être certains dans la salle connaissent pour en avoir été acteur ou pour l'avoir subi, je ne sais pas, mais les étudiants de deuxième année de master, ici, ça doit peut-être leur dire quelque chose. Une expérimentation sur les algorithmes de ces infomédiaires, et notamment, plus singulièrement, Facebook et Instagram. Et ça me permettra de poser quelques questions sur comment aujourd'hui on peut former des journalistes ou des futurs journalistes à une sensibilisation sur ce que sont ces algorithmes, mais surtout sur ce qu'ils font et sur les logiques sous-jacentes qui les animent. Donc voilà en gros le plan de ma présentation. Donc pour commencer, je vais donc poser un peu les quelques ingrédients de ce rapport de force qui se joue aujourd'hui entre d'un côté les plateformes ou ces infomédiaires et de l'autre les médias et les journalistes, et comment dans ce rapport de force les algorithmes ont une place extrêmement importante et effectivement ont des effets d'influence assez marquants. Raisonner en termes d'écosystème informationnel numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment dans les littératures, mais ça ne va pas nécessairement de soi pour ce qu'on appelle les journalism studies, c'est-à-dire les chercheurs qui s'intéressent justement aux pratiques journalistiques, à l'étude du journalisme. Quand on s'intéresse à l'étude du journalisme, par définition, on s'intéresse aux journalistes. Et point barre. Donc c'est un peu journalistico-centré. Et puis, dès le début des années 2000, la moitié des années 2000, il y a des chercheurs qui ont commencé à émettre l'hypothèse et même à travailler en ce sens, à dire que finalement, pour réellement étudier les pratiques journalistiques, il faut également étudier les pratiques d'autres acteurs qui aujourd'hui gravitent finalement autour du journalisme, qui sont en interaction, qui font évoluer également la pratique journalistique. Et les premières études qui sont apparues, c'est notamment les études qui ont montré l'essor du journalisme citoyen ou du journalisme participatif, et cette idée que, Jacques Walter en parlait aussi, que des amateurs allaient pouvoir peut-être devenir eux-mêmes, ou en tout cas faire œuvre de journalisme. Donc il y a déjà des travaux qui ont commencé un peu à décentrer le regard. Et puis en 2016, Anderson parle lui de news ecosystem pour un peu théoriser en fait cette idée que le journaliste est en fait pris dans un écosystème de plusieurs acteurs. Russell parle de network journalism. Et puis finalement, on arrive à cette idée d'un écosystème informationnel numérique, c'est-à-dire que pour comprendre aujourd'hui les pratiques des journalistes à l'ère numérique, on ne doit pas seulement regarder ce qu'eux font, mais on doit également prendre en compte tout un tas d'autres acteurs que sont les plateformes, que sont les audiences, mais aussi ce qu'on appelle des actants. Donc là, on est plus de l'ordre de technologie ou de dispositifs techniques qui vont également avoir un rôle important à jouer. Donc, on a, depuis les années notamment 2010, un certain nombre de travaux qui vont davantage dans ce sens-là et qui me semblent extrêmement pertinents justement pour penser cette question des algorithmes et de la manière dont ils font l'objet d'appropriation par les journalistes. Ça, c'était pour cadrage un peu théorique. Quand on parle des algorithmes, en fait...
en tout cas des algorithmes dans le domaine de l'information, des algorithmes dans la mise en circulation d'informations, on doit impérativement parler des acteurs qui conçoivent ces algorithmes, qui sont ces plateformes ou ce que des chercheurs en socio-économie appellent les infomédiaires. Donc infomédiaires pour faire vite, des intermédiaires entre ceux qui produisent des contenus et ceux qui les consomment, et des intermédiaires qui, via notamment des algorithmes, via des modalités techniques, vont mettre en circulation et vont faire un appairage, vont faire matcher en quelque sorte une demande de la part d'utilisateurs et de la part de ceux qui produisent les contenus. Donc cette infomédiation, on la trouve aujourd'hui, elle renaît à travers un autre concept qui est celui de plateformisation de l'information, mais en fait c'est assez proche. Je parle trop fort? Un peu trop près. Parfait. C'est toujours bon? Donc il y a notamment un travail récent de Franck Robillard et Nikos Mirnaios qui tisse des ponts entre l'infomédiation et la plateformisation de l'information, mais c'est en fait assez proche. Ce qui me semble intéressant, c'est vraiment de prendre l'algorithme comme un révélateur, un acteur et un actant de ces transformations, et d'inscrire en fait cette réflexion dans une conception plus large pour saisir les enjeux politiques, les enjeux également sociétaux, culturels, économiques, et pas uniquement techniques ou technologiques des algorithmes. Et c'est notamment tous les travaux de Dominique Cardon qui ont bien posé cette question des algorithmes qui doivent être saisis bien au-delà de leur dimension technique. Donc, je vais essayer, à travers des exemples un peu plus concrets, pour ne pas vous perdre tout de suite, de montrer justement comment ces algorithmes ont une influence, voire un impact économique, mais également sur l'audience, on en a parlé, et enfin un impact éditorial sur la production des médias et des journalistes. Donc l'impact économique, il en était question justement tout à l'heure avec le fait qu'aujourd'hui, ces infomédiaires, et singulièrement quand on parle des infomédiaires, en fait, il y en a essentiellement deux qui se partagent un très gros bout du gâteau, que sont Google et Facebook. Ces infomédiaires, via leur algorithme, ils ont un impact économique parce qu'en fait, ils vont favoriser des contenus qui sont les contenus susceptibles de générer le plus de revenus, et pas le plus de revenus pour ceux qui produisent l'information. C'est tout le problème, si vous avez un peu suivi les débats autour du droit voisin à l'échelle de l'Union européenne et en France, mais ceux qui vont favoriser le plus de contenu pour la plateforme. Donc l'algorithme est vraiment au service de la logique économique de la plateforme, de l'infomédiaire, et pour les médias, donc un impact économique extrêmement direct, parce qu'il vise à générer des revenus pour l'intermédiaire et pas pour le producteur de contenu. Donc ça, c'est un premier impact extrêmement tangible qui peut être mesurable, comme vous le voyez ici. Publicité en ligne, la part de Google et Facebook dépasse 75%, va encore grimper. Et cette captation des revenus publicitaires par les algorithmes se fait essentiellement au détriment des médias qui jusqu'alors étaient les principaux clients des annonceurs. Donc ça, c'est un premier impact assez direct sur les médias et également sur les rédactions et sur le travail des journalistes, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Deuxième impact, lui aussi très mesurable, et on en a également parlé tout à l'heure en évoquant ces fameux tableaux, ces dashboards d'audience que l'on peut voir dans les rédactions.
Aujourd'hui, à travers les algorithmes, on a un impact d'audience très fort sur les médias et sur les rédactions. Comme vous le voyez ici, donc ça, c'est des chiffres qui sont les plus récents. Ça évolue tout le temps. Mais en gros, ce que l'on voit de manière assez marquée, c'est que l'audience externe d'un site, c'est-à-dire toutes les personnes qui se connectent depuis l'extérieur à un site d'information, là, c'est la moyenne pour tous les clients de Pursely, qui est un outil de mesure d'audience pour les médias d'information, vous voyez qu'en gros, la moitié, c'est Google Search, et puis si vous ajoutez Google News et puis d'autres services de Google, ça grimpe encore de 5 points. Et puis ensuite, vous avez Facebook, et puis à eux deux, c'est pratiquement 80% de l'audience externe des sites d'information qui provient de ces plateformes, et elle provient de ces plateformes par l'entremise d'algorithmes. Parce que, pour le coup, et Google et Facebook fonctionnent avec des algorithmes extrêmement puissants. Twitter aussi, Instagram aussi, mais en tout cas, pour Google et Facebook, c'est extrêmement marqué. Donc Google et Facebook, effectivement, c'est les plateformes les plus connues, mais je voudrais m'arrêter peut-être quelques instants sur un autre infomédiaire dont on parle peut-être un peu moins pour l'information, mais qui joue un rôle extrêmement important dans l'audience, c'est Apple News. Alors là, j'ai pas de chiffres extrêmement récents parce qu'en fait, Apple News, c'est très difficilement mesurable pour les médias. Il n'y a pas de traçabilité véritablement de l'audience. Mais un certain nombre de médias donc notamment Marianne avait fait une enquête là-dessus, estiment que 30 à 40% de leur audience numérique proviendrait d'Apple News. Donc en fait, faut pas le confronter à ce tableau-là, puisque dans ce tableau-là, dans ce diagramme, Apple News n'existe pas parce que ce n'est pas mesurable. Donc ça montre aussi toute la relativité qu'il faut accorder à ces différents chiffres. Mais Apple News jouera un rôle extrêmement important. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'en fait, dans Apple News, on a une trentaine de médias qui sont répertoriés par Apple. Ces médias, ils ont été choisis comment? On ne sait pas. Quelqu'un dans la Silicon Valley, pour faire un petit peu de caricature, a choisi à un moment que tel média allait être intégré dans Apple News. Une année, l'Obs, qui est quand même un média assez important, a été sorti d'Apple News pour des considérations purement techniques, et à la place, on a mis Paris Match. Vous voyez, c'est un peu... Donc, quand on connaît un peu le système médiatique, on se dit, wow, c'est quand même assez frappant. Et quand vous savez que ça peut générer 30 à 40% d'audience, ou vous avez à droite des chiffres qui m'ont été donnés par une personne qui travaille dans un grand média quotidien national français, un article sur le web, ça fait à peu près 200 visites en moyenne en simultané. S'il marche bien sur Facebook, on va monter à 600-700 visites simultanées. S'il est repris sur Apple News, donc Apple News, c'est ce petit widget pour ceux qui ont un téléphone Apple où il y a 4 informations qui sont sélectionnées et qui sont rafraîchies à peu près tous les quarts d'heure. Là, vous montez à 2500 visites. Maintenant, comment vous êtes sélectionné pour apparaître sur Apple News? Comment fonctionne l'algorithme? Mystère et boule de gomme. Mais ça montre qu'il y a un impact d'audience extrêmement important. Et puis, ça a un impact éditorial, parce que je dis l'algorithme d'Apple News, c'est mystère et boule de gomme, mais en même temps, les médias, évidemment, font beaucoup d'expérimentation pour essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme, et surtout pour pouvoir s'y adapter. Parce que si vous voulez avoir un impact d'audience, comme je l'ai mentionné précédemment, il va falloir donner à manger à l'algorithme les contenus qu'il attend, les contenus qu'il est susceptible de valoriser le plus, donc des contenus qui vont générer des revenus, qui vont générer du clic, ou bien des contenus qu'on appelle natifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias sont amenés à produire des formats qu'ils ne produisaient pas du tout jusqu'à maintenant, mais qui sont des formats créés par les plateformes, valorisés par l'algorithme. Donc on peut parler des lives, on peut parler des stories, on peut parler des instant articles, etc.
Et puis, on le sait, puisque je disais qu'il faut prendre avec des pincettes ces chiffres, et c'est là qu'on entre aussi dans des logiques socio-économiques assez compliquées, complexes. Facebook, par exemple, est soupçonné à travers son algorithme d'avoir contribué artificiellement à ce qu'on appelle un pivot vers la vidéo, un pivot to vidéo, donc cette idée qu'aujourd'hui, les gens veulent consommer je mets tout ça avec des guillemets, des vidéos, que c'est ce qui fonctionne le mieux, etc. Donc Facebook a vraiment contribué beaucoup à populariser cette idée-là, a fait en sorte que beaucoup de médias se réorganisent pour pouvoir produire beaucoup plus massivement des vidéos. Et puis, quelques mois, années plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, les chiffres fournis étaient globalement assez faux. Et ça a eu un impact assez déterminant sur un certain nombre de médias, avec des postes qui ont dû être supprimés, des restructurations faites un peu en urgence. Voilà. Donc, ce poids des algorithmes, ça nous montre quoi ? Ça nous montre finalement qu'ils sont plutôt le symptôme de relations extrêmement complexes entre les médias et les infomédiaires. Là, je vais passer assez vite. C'est très bien documenté par la recherche, et notamment par la recherche en information, communication, notamment en France. Je pense aux travaux spécifiquement de Franck Robillard et de Nikos Smirnaios, qui travaillent depuis longtemps sur ces questions-là. Donc, on trouve les concepts de coopétition, donc un mélange de coopération et de compétition ou de concurrence, de pacte faustien également, parce que finalement les médias sont un peu amenés à vendre leur âme au diable en quelque sorte dès lors qu'ils entrent dans la logique de ces infomédiaires et de ces algorithmes. Et puis, d'autres travaux ont montré des formes de dépendance qui se construisent, et notamment de dépendance structurelle, c'est-à-dire qu'on commence à redéfinir les contours d'une rédaction, à faire émerger de nouveaux, je vais y venir ensuite, de nouveaux métiers, de nouveaux rôles dans les rédactions pour répondre à cette demande, à cette exigence même des infomédiaires. Et puis, évidemment, cela a également des conséquences qui doivent être interrogées, qui sont interrogées en termes de pluralisme informationnel, puisque la logique des algorithmes, encore une fois, est une logique purement économique. C'est pas du tout une logique qui vise à faire, contrairement à ce que dit parfois Mark Zuckerberg, à faire que tout le monde soit bien informé, à ce qu'on vive tous dans un monde merveilleux. Avant tout, les algorithmes, ils sont là pour faire en sorte que Facebook et ses autres infomédiaires soient rentables et aient un maximum de rentrée d'argent. Donc ça, c'est vraiment une logique capitaliste assez claire. Donc voilà pour un panorama introductif. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment, concrètement, dans les rédactions, on voit des adaptations à ces infomédiaires, à ces algorithmes, comment on commence aussi à avoir des reconfigurations dans les pratiques professionnelles et dans les organisations. On voit notamment apparaître des nouvelles compétences qui se développent chez les journalistes, et notamment, et là on a aussi un certain nombre de travaux maintenant qui ont été menés là-dessus, des rôles spécifiques dans ce qu'on appelle la gestion des réseaux sociaux numériques, avec le développement d'un certain nombre de routines qui commencent à être maintenant bien élaborées, testées, éprouvées, mais aussi des organisations et puis des prémices de stratégie éditoriale de la part des médias, même si c'est toujours difficile de mettre en place une stratégie éditoriale face à quelque chose que vous maîtrisez assez peu, puisque, encore une fois, ces algorithmes, ils sont avant tout conçus par des plateformes, et les médias ne peuvent être qu'en réaction, face à ces algorithmes-là. On voit aussi apparaître des usages qui, alors je ne dirais pas qui se stabilisent, mais en tout cas qui commencent à être formalisés avec des chartes qui apparaissent dans un certain nombre de médias, des chartes de bonnes pratiques, de comment doit-on faire, des chartes ensuite qu'on vous enseigne dans les formations en journalisme. Et puis là, il faut noter aussi un paradoxe assez marquant, mais révélateur aussi de ces relations complexes, c'est que souvent, cette formalisation des usages, elle se fait avec l'appui même des infomédiaires.
Donc il y a de plus en plus, Google, Facebook, d'autres font des formations pour les journalistes, créent des groupes dans lesquels ils peuvent venir échanger, recevoir des conseils, financent également des formations. Donc il y a vraiment un rôle très important de ces infomédiaires pour tenter de formaliser des usages, évidemment, qui vont à leur avantage, cela va sans dire. Donc, comment ça se passe, en fait, dans les médias, dans les rédactions ? Donc, dans le cadre, je vous disais, de ce programme de recherche Info RSN qui a été mené ici au CREM, sur la fin, en fait, du programme de recherche, nous avons mené des enquêtes dans des rédactions, donc dans 11 rédactions, assez diversifiées, donc de la presse nationale, des radios, des télévisions, ce qu'on appelle aussi les pure players, donc les médias nés en ligne. Et nous avons à chaque fois cherché à identifier là où les personnes en charge de la gestion des réseaux socio-numériques et donc en charge de la mise en circulation quelque part des contenus produits par les médias, soit dans la gestion opérationnelle quotidienne, soit davantage dans ce qu'on identifiait comme une réflexion stratégique sur quel positionnement on adopte, comment on le met en place, quels moyens on se donne. Donc ça, c'est un peu le problème de la recherche sur ces questions, c'est que les entretiens ont été faits en décembre 2016, entre décembre 2016 et mars 2017, à savoir, pas la préhistoire, mais voilà, tout va tellement vite qu'on pourrait se dire, oui, mais finalement, ces résultats sont déjà datés. Donc sur une certaine partie, forcément, il y a des pratiques qui sont plus d'actualité. Mais nous, ce qui nous a intéressé, au-delà de la description de ce que font ces chargés des réseaux sociaux numériques, c'était essayer de comprendre quelles étaient les logiques qui les animaient. Et notamment, ce qui nous intéressait, c'était de voir s'il y avait des formes de tension entre, d'un côté, la culture journalistique, la manière dont on se représente son travail, dont on cherche à le mettre en œuvre, et de l'autre, les exigences de ces plateformes numériques. Des exigences en termes quantitatifs, de faire toujours plus de clics, en termes marketing, etc. Donc ça, c'est des réflexions qui sont dans la lignée d'autres travaux qui ont été menés précédemment et qui cherchent à identifier des clashs de culture entre, d'un côté, la culture journalistique et de l'autre, une culture qu'on pourrait appeler une culture numérique. J'y mets beaucoup de guillemets. Mais qui effectivement montre des tensions et parfois des résistances, voire des ruptures entre ces différentes conceptions. Nous, ce qui nous a intéressé de mettre en évidence, c'est notamment une tension entre ce qu'on a appelé une logique de gatekeeping, qui est une logique qui est vraiment au fondement du travail journalistique, et de l'autre côté, une logique marketing. Alors, je ne dis pas que le marketing est absent de la pratique journalistique. Marketing éditorial, ça existe depuis fort longtemps. Mais là, c'est réactivé de manière assez intéressante et assez visible. Alors, la logique de gatekeeping, donc je ne vous fais pas tout un cours là-dessus, mais en gros, c'est l'idée que le journaliste, le média, est là pour sélectionner, hiérarchiser, faire des priorités dans ce qui se passe dans le monde pour ensuite le partager avec ses publics. Cette sélection et cette hiérarchisation ou cette priorisation de l'information, si on y réfléchit bien, finalement, aujourd'hui, c'est le travail que font les algorithmes. Les algorithmes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que ça, en fait. Ils sélectionnent, alors dans des big data, dans des contenus qui sont gigantissimes, ils sélectionnent et ils hiérarchisent, ils trient, ils hiérarchisent. Donc forcément, dès lors que l'algorithme commence à faire ce qui est la substance même du travail journalistique, ça pose un certain nombre de questions. Et donc nous, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer d'identifier ces tensions entre, d'un côté, une visée informative du média à travers le gatekeeping, et de l'autre, une visée des algorithmes qui également trient et sélectionnent et hiérarchisent, mais eux, dans un souci de maximisation de l'audience
et finalement pour, là encore, favoriser le modèle économique de l'infomédia. Et ça, c'est plutôt une logique de type marketing. Je vais vous donner deux citations qui le révèlent assez bien. Ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'il y a des chargés de réseaux sociaux numériques dans les rédactions qui, pour une bonne partie, sont des journalistes, mais pas tous. Donc là, je n'ai pas le temps de tout expliquer en détail l'étude, mais une partie des personnes qu'on a interrogées sont des journalistes qui ont un ADN de journalistes extrêmement fort et qui, eux, défendent cette idée d'un gatekeeping, même si ça va à l'encontre de la plateforme et même si éventuellement ça devient contre-productif pour le média, parce qu'il y a évidemment un risque de ne pas rencontrer son audience et donc finalement de ne plus pouvoir tirer parti en fait de cette audience provenant des algorithmes. Et puis de l'autre, on a aussi trouvé un certain nombre de personnes, et ça c'était émergent à l'époque, mais on le voyait déjà assez bien, des chargés des réseaux sociaux numériques qui ont plutôt une formation en marketing ou parfois journalistes et marketing, et qui, eux, étaient beaucoup plus à l'aise avec cette idée d'utiliser à plein l'algorithme pour faire un maximum d'audience et en oubliant éventuellement la visée informative, même la ligne éditoriale du média. Voilà un exemple de logique gatekeeping qu'on a essentiellement retrouvé dans les journaux de presse quotidienne. C'était essentiellement les chargés des réseaux sociaux numériques dans les quotidiens nationaux qui défendaient cette logique-là. Et ceux qui défendaient plutôt une logique marketing, on les a beaucoup retrouvés dans les hebdomadaires et dans les télévisions. Donc après, c'est un peu compliqué sur un si petit échantillon d'expliquer pourquoi, mais nous, une des hypothèses qu'on formulait, c'est que et dans les hebdomadaires et dans les télévisions, il y a historiquement une prise en compte beaucoup plus grande des questions d'audience et des questions de marketing, notamment de marketing éditorial pour les unes des hebdomadaires, et c'est peut-être ce qui pouvait expliquer cela. Donc là, pour logique de gatekeeping, je vous lis la citation. Notre objectif principal sur les réseaux sociaux, c'est d'apporter l'information aux gens de la même façon que le journal papier ou le site web. C'est nous et seulement nous qui décidons de ce que nous publions sur les réseaux et à quel moment. Donc là, on sent vraiment la volonté de défendre cette posture journalistique. Alors effectivement, c'est eux qui décident ce qu'ils publient. En revanche, ce n'est pas vraiment eux qui décident ce qui est mis en circulation, ce qui est diffusé et ce qui va toucher l'audience, puisque là, ça se fait par l'algorithme. À l'inverse, dans la logique marketing, on a trouvé alors plutôt notamment des responsables de rédaction qui nous disaient qu'eux cherchaient des personnes qui sont confortables avec les nombres, on en parlait tout à l'heure, qui n'ont pas peur des chiffres, qui n'ont pas peur des tableaux de reporting et qui sont confortables avec ces exercices qui ne sont pas journalistique. Et puis un autre rédacteur en chef qui nous explique que lui, il ne va pas mettre un article qui parle de la famine en Somalie sur Facebook parce que ça ne fait pas sens, parce que ça ne fait pas d'audience. Et donc là, on voit bien apparaître une forme de distorsion entre une ligne éditoriale sur un site web et ce qui serait une ligne éditoriale sur une plateforme qui fonctionne par l'entremise de ces algorithmes. Bon, ça, je n'ai pas le temps, je pense, de détailler, donc je passe. Ce qui nous a frappé aussi, et c'est ce qui fera le lien avec la partie sur la formation, c'est qu'en fait, on a identifié un certain nombre de tactiques, voire un peu de détournement, de forme de braconnage de la part des journalistes qui essayaient de faire avec les algorithmes, mais également de réussir à faire coexister leur propre culture journalistique avec leur connaissance de l'algorithme. Ça a déjà été montré dans des travaux, notamment de Guillaume Cyr, qui a travaillé sur la manière dont Google était entré dans les rédactions. Par exemple, ce qu'on a vu apparaître, c'est les doubles titrailles. On sait que si on veut faire un titre qui ait un impact, puis ça je pense qu'on vous l'a appris
dans le master journaliste, si on veut faire un titre qui ait un peu un impact sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on va le faire différemment si on veut que son titre il soit bien référencé ou si on veut que son titre il ait juste sa place dans le journal. Donc à un moment, ça devient des injonctions contradictoires. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans les rédactions, on développe des outils technologiques qui vont permettre de faire des doubles, voire des triples, voire des quadruples titrailles. C'est-à-dire qu'un article, il va avoir plusieurs titres selon les contextes dans lesquels il est diffusé. Donc on voit ces petites tactiques se mettre en place, mais ce qu'on sent aussi, et ça nous a vraiment frappé, c'est un sentiment d'impuissance assez fort de la part des journalistes qui sont confrontés quotidiennement à ces algorithmes, d'impuissance, mais aussi de méconnaissance. Et c'est ça qui va faire le lien avec la partie suivante, une méconnaissance de comment vraiment ça fonctionne. C'est très opaque, évidemment, hein, ces algorithmes-là sont des recettes presque aussi secrètes que celles du Coca-Cola, hein, comme je dis souvent, mais ils sont donc extrêmement méconnus et cette méconnaissance entraîne ce sentiment d'impuissance et puis donc parfois le fait finalement qu'on va suivre les préconisations que nous donnent ces plateformes, ces infomédiaires, on va les suivre peut-être parfois un petit peu aveuglément. Donc cette méconnaissance, je crois qu'elle amène justement à se questionner sur comment aujourd'hui on peut former des journalistes ou des futurs journalistes à mieux comprendre ce que sont ces algorithmes et comment ils fonctionnent. Je disais, ces algorithmes, c'est des boîtes noires. Cardon dit, on doit aujourd'hui ouvrir ces boîtes noires. Comment on peut le faire auprès de futurs journalistes, comment on peut le faire quand on est dans des formations qui sont des formations essentiellement de sciences humaines et sociales, qui ne sont pas des formations techniques. Nous, on y a réfléchi et on commence, et je dis nous parce que Loïc est ici dans la salle, Angéliki, c'est aussi un projet qu'on mène entre les 3 universités de Metz, Louvain et Neuchâtel, c'est de réfléchir à la place que peut avoir une éducation aux algorithmes d'information dans des formations au journalisme. Ce dont on s'est assez vite aperçu, c'est que pour que ça fonctionne, il fallait qu'on en passe par des démarches expérimentales. Moi, quand je fais des cours et que j'explique aux étudiants ce que sont ces algorithmes, tout ce que je vous ai dit là, ils disent « Ah oui, oui, oui ». Et puis, en fait, je me rends compte que ça n'a aucun impact après réellement sur leur pratique. Donc, on a voulu imaginer un enseignement qui soit vraiment du type « learning by doing », donc on apprend en faisant. Et pourquoi c'est important de le faire avec des étudiants journalistes? Parce que les étudiants sont quand même dans la classe d'âge des personnes qui massivement utilisent les plateformes et donc passent par ces algorithmes pour s'informer. Parce que des futurs journalistes, ils sont aussi en train de construire des usages professionnels, futurs professionnels des réseaux sociaux. Mais aussi, et ça c'est un chiffre moi qui me frappe, qui avait été publié par le Reuters Institute, c'était en 2017, donc peut-être que ça a un peu évolué, mais je ne suis pas complètement sûre, qui nous montrait que 19% des Français à l'époque savent que les algorithmes pèsent sur la manière dont les contenus sont triés et sont montrés sur Facebook. Donc 19%, c'est extrêmement faible. Et nous, on s'en est rendu compte quand on a discuté avec nos étudiants qu'en fait, oui, algorithme, on en a entendu parler, mais après, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quel impact ça a, là, ça reste beaucoup plus flou. Donc l'objectif de cette expérimentation, c'était vraiment c'est toujours faire prendre conscience aux étudiants par une mise en situation du poids de l'algorithme dans l'accès à l'information, et puis essayer un peu de stimuler l'esprit critique dans une démarche qui est une démarche assez proche de la démarche scientifique, c'est-à-dire on fait des hypothèses sur comment fonctionne cet algorithme, et puis ensuite on essaye par des observations de répondre à ces hypothèses, de les vérifier ou au contraire de les infirmer. Ça permet, et ça je crois que c'est vraiment extrêmement important, d'aller au-delà d'une formation aux réseaux sociaux comme une boîte à outils. Voilà ce que sont les bonnes pratiques. Si vous voulez que votre contenu il ait beaucoup de poids, il faut publier à telle heure. Enfin, ça, c'est des choses, je pense, qu'on doit aujourd'hui qu'on doit dépasser, cette idée de boîte à outils. On a mené à ce jour 4
expérimentation. La toute première, en fait, elle est née ici à Metz, puisque c'est un premier test que j'avais fait avec des étudiants de licence information communication en 2016, mais c'était un peu, c'était très, très artisanal à l'époque. Et puis ensuite, à Neuchâtel, en 2017, lors de la campagne électorale française qui forcément offrait un terrain assez fantastique pour mener ce genre d'expérimentation. Donc ça, c'était la première expérimentation grandeur nature. Et puis, depuis 2018, on l'amène donc avec le master de Metz et celui de Louvain. On a travaillé pendant 3 ans sur Facebook. Et puis, l'année dernière, les étudiants nous ont dit, vous êtes bien gentils avec Facebook, mais bon, nous, on n'y est plus vraiment. Hein. Il faut mettre un peu à la date du jour. Et donc, on a travaillé sur Instagram. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette expérimentation ? C'est réfléchir à comment on passe du cercle jaune au cercle rouge. Le cercle jaune, en gros, c'est tout ce qui est publié, tous les contenus qui sont publiés sur Facebook. Le cercle orange, c'est ce à quoi chacun d'entre nous a droit parce qu'il s'abonne à des pages, à des comptes individuels. Et donc, ça, c'est ce dans quoi l'algorithme, logiquement, va aller puiser pour lui donner à voir quoi ? Le petit cercle rouge, qui est en gros 5 à 10% de ce à quoi vous êtes abonné. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, il y a vraiment un effet d'entonnoir massif qui est fait par cet algorithme. Et ce qu'on avait envie donc, de faire avec nos étudiants, c'est de comprendre comment, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on arrive à identifier les mécanismes par lesquels cet entonnoir se réalise ? J'explique très, très vite, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en quoi consistait l'expérimentation. Les étudiants, en fait, individuellement ou par groupe, ont créé des comptes, des faux comptes, c'est-à-dire des comptes qui ont été créés ad hoc pour l'expérimentation. Et puis, chaque compte a été associé à un profil type que l'on a défini ensemble à l'origine. Si je reprends la campagne présidentielle française, on avait les comptes pro-Macron, pro-Le Pen, pro-Hamon et puis pro-Fillon. Et on avait oublié Mélenchon. C'est fort dommage, mais quand on l'avait fait, il n'était pas encore aussi haut dans les sondages. Mais voilà, donc chaque compte a un profil prédéfini. Et puis surtout, chaque compte s'abonne à une même base de 50 pages médias qui constituent en fait la base de comparaison. Et puis ensuite, alors c'est un peu long pour les étudiants. Pendant un certain nombre de semaines, tous les jours, les étudiants sur ces comptes font des actions en lien avec le profil. Des likes, des partages, des commentaires, donc pour être vraiment au plus près d'un réel comportement humain, donc en fonction du profil, et puis note sur un carnet de bord ce qu'il observe. Vous le comprenez, l'idée c'est quoi ? C'est en fait d'observer au fil du temps comment les newsfeeds de chaque compte vont évoluer, puisque la base, c'est la même. Tout le monde est abonné aux mêmes 50 pages médias. Mais évidemment, en fonction des traces, en fonction des actions que l'on va réaliser, l'algorithme va faire des choix spécifiques et va donc donner à voir des choses différentes à chacun. Donc, la démarche, c'est vraiment d'essayer de faire des liens entre les hypothèses, les actions et ensuite ce qu'on observe et finalement de reconstituer a posteriori ce que l'on comprend du fonctionnement de l'algorithme. Bon, je passe après sur les feedbacks. Enfin, en tout cas, une chose importante pour nous, c'est vraiment d'essayer de confronter cette expérience individuelle et par groupe, à ensuite de la littérature grise, littérature scientifique. Enfin, il commence à y avoir déjà un certain nombre de choses sur le sujet. Les résultats, quels sont-ils ? C'est une prise de conscience, on espère une meilleure compréhension des impacts de l'algorithme sur notre accès à l'information pour chacun. C'est la mise en évidence des variables qui affectent l'organisation du fil d'actualité. Est-ce que selon notre degré d'activité ou de passivité, est-ce que ça a un impact ou pas ? Le fait qu'on ait un profil plutôt pluraliste, généraliste ou ciblé, le fait qu'on ait des amis ou pas d'amis, enfin toutes ces questions qui sont des questions assez centrales du fonctionnement des algorithmes, on essaye de les travailler à travers cette expérimentation-là. Et puis d'établir des liens entre finalement les traces, puisqu'il y a
un sujet fondamental autour, c'est le sujet des traces et des données personnelles que l'on laisse à ces algorithmes, et qui amène pour chacun une réflexion sur ses propres usages. Est-ce que vraiment j'ai envie d'être enfermé dans une bulle filtrante? Est-ce que j'ai conscience que je me crée ma propre bulle filtrante, enfin, etc. Donc là, ça fait 3 ans qu'on a mené cette expérimentation. Aujourd'hui, on réfléchit à lui donner aussi un nouveau souffle, peut-être en travaillant davantage avec des collègues en informatique pour pouvoir aller plus loin dans la récolte de données et dans les interprétations qui sont menées. Donc ça, c'est aussi un appel, hein, s'il y a des personnes intéressées, on est très volontiers ouvert pour réfléchir à des collaborations. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire. Peut-être en conclusion, ce qui me semble important, c'est de se dire qu'il n'y a pas de fatalisme, comme parfois on a pu le voir peut-être dans les rédactions, cette forme d'impuissance, ce sentiment d'impuissance, cette idée que finalement les infomédiaires ont tous les pouvoirs et qu'on ne peut rien y faire. Je pense qu'on doit sortir de ce fatalisme, on doit se saisir de cette question-là, et dans les rédactions, et dans la recherche, mais aussi dans la formation, en sortant peut-être de formations qui parfois sont un peu trop pratiques et techniques, mais qui doivent vraiment amener au maximum à cette compréhension de ce qui est sous-jacent à ces algorithmes, évidemment porter un regard critique sur leur fonctionnement, sur la compréhension de leur logique. Ça passe aussi sans doute par une éducation au numérique qui, là aussi, ne soit pas juste une éducation technique ou pratique. Et puis, je crois aussi, mais cette journée en est évidemment la preuve, de penser davantage la place des sciences humaines et sociales là-dedans. Je suis assez frappée de voir qu'il y a beaucoup, et c'est normal, hein, de recherches menées sur les algorithmes qui sont faites par des ingénieurs, des informaticiens, etc., qui ne se posent pas toujours toutes ces questions d'usage, des questions d'économie, de politique, voire de géopolitique de ces algorithmes. Et donc, je pense qu'on doit vraiment réussir à nouer des ponts entre les différentes disciplines pour faire avancer notre connaissance, notre compréhension et pourquoi pas aussi notre capacité d'action en tant que chercheurs, étudiants, enseignants, journalistes et autres par rapport à ces questions-là. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Nathalie. Donc, rapidement, quelques questions alors. S'il y a des questions dans la salle, oui. Bonjour, merci pour votre intervention. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez des bons exemples de médias, qui soient francophones ou autres, qui arrivent à équilibrer à la fois cette demande marketing et d'audience sur les réseaux sociaux numériques, tout en gardant vraiment leur culture du journalisme, leur éthique, etc., à la fois dans leurs publications, mais aussi dans leur contenu sur leur site? Oui, alors là, en fait, ce que j'ai présenté là de manière caricaturale, je ne sais pas si je vais arriver là, dans le tableau qui, en quelque sorte, oppose la logique marketing et puis la logique gatekeeping. En fait, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des médias qui vont mélanger, en fait, les deux. Notamment, moi, je trouvais assez intéressant de voir des personnes en charge des réseaux sociaux qui aient à la fois un parcours de journaliste, une formation journaliste et une formation au marketing ou à la compréhension des data, analysis, etc. Donc oui, ça c'était aussi une prise de conscience qu'il fallait réussir en fait à articuler les deux. Donc ça, je pense que ça se fait en fait de plus en plus. Peut-être aussi, et puis là je suis passée un peu vite là-dessus, mais on a mené cette étude, je disais, en 2016-2017, et puis en 2018, il y a quand même eu un cataclysme dans le monde des médias, toute proportion gardée, qui était le changement très brutal d'algorithme de la part de Facebook, qui a amené, je crois, à une prise de conscience, et je dis là une forme aussi de résilience de la part des journalistes qui ont, à partir de ce moment-là, se sont vraiment posé la question de leur dépendance et peut-être de la manière dont ils pouvaient faire différemment, dont ils pouvaient faire peut-être un peu plus intelligemment, et surtout, et c'est ça qui me paraît important, sans perdre leur ADN.
et sans vendre leur âme au diable, puisque je parlais de pacte faussien. Donc aujourd'hui, on voit des médias qui cherchent à articuler cette logique des algorithmes parce que ça fait de l'audience, parce que c'est là, parce qu'il faut y être, c'est clair, mais tout en le faisant cohabiter au mieux avec la recherche d'une valeur ajoutée, à ce que la ligne éditoriale et la plus-value de chaque média soit la mieux mise en valeur. Donc, peut-être qu'est-ce qui est le plus efficace, c'est cette cohabitation sur les réseaux sociaux, entre la culture journalistique et le marketing, sur les réseaux sociaux même, ou est-ce que c'est du marketing sur les réseaux sociaux pour attirer les gens et ensuite avoir du contenu très efficace et plus profond sur les sites? Alors là, je vais te donner mon point de vue personnel. Oui. Je pense qu'une logique purement de clic, mais c'était ce qui était dit aussi tout à l'heure, une logique purement de clic, purement marketing, n'est pas très viable à long terme parce que c'est pas justement ça qui est dans l'ADN d'un média. Un média, il joue un rôle très important dans une société, dans une démocratie, un rôle d'information. Et donc, de juste attraper les gens, puis de se dire qu'ensuite ils vont rester parce que tout d'un coup ils vont s'apercevoir que tout ce qui est sur le site du média c'est vraiment merveilleux, hein. Ça fonctionne pas. Donc c'est plutôt aujourd'hui on voit un terme aussi, alors qu'il y a un terme très qui est vraiment dont les plateformes se sont beaucoup emparées, qui est le terme de communauté, qui est en train d'être aussi exploré par les médias, mais pas forcément dans une logique marketing, mais aussi dans cette idée de quel sens on donne à ce que l'on fait, quelle valeur on partage avec nos publics. Et ça, je pense que c'est une manière assez différente pour les journalistes et les rédactions d'envisager les plateformes qu'ils ne le faisaient auparavant. Une forme d'identité numérique des médias spécifique aux réseaux sociaux? Ça, on peut imaginer quelque chose comme ça? Oui, mais toujours, en fait, ça doit toujours se faire. Ce qui était aussi frappant dans l'étude, c'est de voir que parfois, il y avait presque une séparation entre, d'un côté, ce qui se fait dans admettons, le journal papier. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a ce qui se fait sur le web, qui était encore autre chose. Et puis, sur les réseaux sociaux, encore une autre identité ou d'autres manières de faire. Non, ça reste le média avec son identité globale, mais ensuite, il faut, et c'est ça toute la difficulté, c'est réussir à aller dans des espaces qui ont des logiques spécifiques, qui ont des fonctionnements aussi spécifiques, et il faut réussir à trouver la bonne symbiose entre ces plateformes, leur fonctionnement, ce qu'elles imposent parfois, et puis ce que l'on veut préserver en tant que média. Merci. So one question here. Okay, so I put this question in English, okay? Okay, I will try. I'm not quite sure I understood everything, but do you see a way out for journalists and news media out of this this prison of Facebook and the other tech giants from Silicon Valley? I mean, I know the German media is they're talking about the road to independence. They're trying to break free from all this. What do you think about that? Yes, I think that media are aware that they're like in a prison, but there is, I think, in Germany, you say it was a specific program or... No, I think there's a secret plan. I've heard about it. A secret? Yes. Breaking free from Silicon Valley. Okay. In China, in Russia too. Maybe one possibility is also with the regulation. In UE, in France specifically, there is some legal rules and so on that are implemented to try to cut this dependency. And editors in France specifically are in a battle struggle with Silicon Valley, but they are dependent from there. So it's really paradoxal. Bien. Eh ben, encore merci à toi Nathalie. Et il est 12h30, donc on est tout à fait dans les temps. Je vous invite donc à prendre une pause et on se retrouve à 14h. C'est bien ça? 14h,
14h15 même, pour écouter Hannah Tulanen. How do you pronounce?